On se retrouve, chers membres de la communauté. Voilà, ici, notre cadre. Nous nous retrouvons une fois de plus aujourd'hui pour interagir et comme d'habitude. C'est ici, vous le savez bien, pas ailleurs. Mais je vous fais remarquer un fait. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous constatez, depuis un certain moment, il n'y a pas d'évolution en termes d'abonnés, simplement parce que peut-être que nous ne partageons pas trop les liens. Partageons les liens, soyons encore plus nombreux, que le cadre soit plus élargi, soyons très très nombreux, parce que c'est ici. Nous parlons nation, ici on ne parle pas individu, on ne parle pas autre chose que réfléchir sur notre pays. Nous sommes aujourd'hui, il y a un domaine. Demain c'est pour des générations à venir. Nous qui sommes aujourd'hui, quel genre de comportement, quel genre d'action que nous devons poser aujourd'hui pour ceux qui viendront demain. Et on nous dit, les hommes passent et les institutions restent. Les hommes passent et la nation reste. Cette nation qui doit rester à travers les actes que nous aurons posés pour que ceux qui viendront après puissent dire, bon voilà, ceux qui nous ont précédés ont bien fait. Nous avons aujourd'hui un pays sécurisé, un pays développé, un pays envié par les autres. Mais si à travers les actes que nous devons poser aujourd'hui, nous allons nous compromettre, à ce moment-là, nous allons détruire notre propre pays. En tout cas, merci. Nous vous remercions. Les appels, la question abordée hier en rapport avec les tentatives d'évasion à la prison centrale de Makala, beaucoup se sont intéressés et heureusement que dans notre présentation, nous vous avons dit que nous n'avons pas ce pouvoir de vous présenter le bilan et quelques temps après, c'est le ministre de l'Intérieur qui a fait cet exercice et c'est autour du point de vue, autour de la communication du ministre de l'Intérieur que nous allons analyser et dégager les points critiques, sinon essentiels en même temps, de son message. En tout cas, bien avant, nous prenons la Constitution pour respecter notre coutume. L'article 16 de la Constitution dit ceci. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage, ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. C'est la Constitution. Et donc, Pascal dit, non, les idées pondues, les idées coulées dans cette Constitution sont tellement très bonnes que, finalement, je me rends compte que c'est nous, les hommes, qui sommes problème. Parce que si au moins nous étions bien, et à mesure de pragmatiser, de matérialiser ce qu'on avait conçu ici, nous serions d'autres personnes. Nous serions, je ne sais pas comment le dire, mais malheureusement, c'est une contradiction qui ne sait pas dire son nom. D'un côté, c'est les mêmes personnes qui ont rédigé, en tout cas qui ont pondu ces idées, mais dans l'application, les mêmes personnes se comportent très mal. Voilà, c'est très déplorable. Donc l'article 16 de la Constitution qui protège la vie humaine. Merci. La question du jour. C'est en rapport avec les tentatives d'évasion. Question que nous avons abordée hier. Hier, nous avons abordé la question, nous vous avons présenté d'abord le point de vue du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, où il a dit effectivement qu'il y avait tentative d'évasion, mais il n'a pas été explicite. Nous avons investigué à notre niveau. Nous vous avons dit qu'effectivement, il y a eu tentative d'évasion, mais cette tentative a été provoquée par un adjuvant, un élément externe qu'on avait identifié comme Mobondo vers la prison centrale et de là, les détenus ont trouvé l'occasion de chercher comment fuir. Ça, c'est la version que nous avions avant. Cette version semble être confirmée, pas encore officiellement, mais a été mise sur la table de discussion avec la Première ministre où on était en train d'évoquer les hypothèses. La première hypothèse a été les éléments de Mobondo
qui sont jusqu'ici détenus à la prison centrale au pavillon 4. Et c'est ces éléments qui auraient bénéficié d'un appui externe pour qu'ils sortent de la prison. Deuxième raison d'analyse, c'est le manque de l'électricité, parce qu'il y a trop de départs d'électricité, comme là où nous sommes, sur notre plateau. Nous ne savons pas si nous allons terminer l'émission. Trop de départs du courant, communément appelé courant ici chez nous à Kinshasa. Et c'est là que nous interpellons aussi la SNEL. Le travail n'est pas bon. Nous sommes en période de saison sèche. Dans ces conditions, parce que jusqu'ici les pluies n'ont pas encore commencé à Kinshasa. Mais lorsqu'il y aura des pluies, non seulement que nous déplorons pratiquement chaque jour, l'état de la voirie de Kinshasa, où le travail n'a pas été visiblement fait. Mais additionner à cela la question de l'électricité, où on voit que la SNEL peine à faire le travail, ça va être pire. Et donc, à la prison centrale aussi, on connaît le même problème de coupures d'électricité de temps en temps, comme là où nous sommes maintenant. Ces pistes analysées lors des échanges avec la Première ministre pour comprendre la raison de ces tentatives d'évasion. Et voilà, la question de Mobondo a été évoquée. Et donc là, ça renforce notre analyse d'hier, ça renforce notre point de vue d'hier, qui a consisté à dire que le problème est parti de l'extérieur vers l'intérieur. Alors maintenant, lorsque vous prenez même le point de vue du ministre de l'Intérieur, lui aussi, non, Pascal, je ne dis pas que je suis très intelligent, non, je ne crois pas. Mais simplement, nous devons savoir analyser les faits. Le ministre de l'Intérieur n'expliquait pas d'où est partie la question. Est-ce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur? Est-ce que c'est de l'extérieur vers l'intérieur? Le ministre de l'Intérieur ne le dit pas. Le ministre nous présente le bilan. Nous dit simplement qu'il y a eu tentative d'évasion. Il nous dit, on a incendié un bâtiment administratif, on a incendié un dépôt de vivres, on a incendié d'autres bâtiments, on a tué au moins, enfin pas on a tué, mais au moins on a enregistré 129 morts. Sur les 129 morts, 24 ont reçu de balles après sommation, après tir de sommation, c'est qu'ils n'entendaient pas, ils voulaient percer, ils voulaient continuer. Et si c'est la police, si c'est les FARDC, ont tiré sur eux, et alors 24 sont tombés. 105 autres personnes sont mortes par étouffement. Est-ce que c'est lors de la sortie des pavillons vers l'extérieur, ou c'est de l'extérieur parce qu'ils étaient sortis maintenant et comment rentrer vers l'intérieur? Dans ce cafouillage-là, au moins 105 personnes sont mortes. Ça, c'est l'explication du ministre de l'Intérieur. Nous pouvons les suivre parce que ça ne donne pas l'impression que c'est le point de vue de Pascal, mais c'est le ministre de l'Intérieur qui le dit. Suivons Jacques Chabani. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Et donc, vous avez compris, le ministre n'a pas expliqué d'où est partie la question. C'est là le nœud de l'affaire. Pourquoi je dis le nœud de l'affaire? Quand vous remontez dans le passé, lors du régime passé, nous avons enregistré le même cas avec Némoandantemi.
Némandantime, à son temps, disait ceci. Je me suis rendu compte que je planais et finalement, très facilement, je me suis retrouvé dehors. Et il fallait partir et je suis parti. Nous l'avons vu comment il prenait la moto pour partir. Là, c'est Némandantime. Et même à l'époque aussi, on n'avait pas expliqué d'où était parti le mouvement pour que les gens sortent de la prison. Et le même cas se reproduit cette fois-ci. N'y a-t-il pas moyen qu'on cherche à comprendre la vraie cause qui fait que de temps en temps, la prison centrale, censée être suffisamment sécurisée par les FARDC, par la police, par d'autres services de sécurité. Mais comment un intrus peut oser aller jusqu'au mur de la prison et tenter maintenant de sortir les prisonniers? La faille, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de la sécurité? Est-ce que c'est le directeur des prisons? Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur? Est-ce que c'est le ministre de la Défense? Mais les gens doivent savoir se justifier. Ils doivent savoir expliquer la situation. Les responsabilités doivent être dégagées. Les sanctions doivent tomber. Les vraies enquêtes doivent être faites. Les Congolais doivent être fixés effectivement sur ce qui s'est passé. Parce que l'article 16 nous donne ce pouvoir. Nous réalisons l'article. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. L'article 16 de notre Constitution, nous l'avons lu une fois de plus. Mais Pascal va au-delà de la lecture prosaïque de la question. Je me pose la question. Qu'est-ce qui fait que dans plusieurs services, on puisse constater des actes allant dans le sens de vouloir saboter tout ce que le président de la République entreprend? Que ce soit dans l'armée. Dans l'armée, nous l'avons toujours dit, il y a trop d'infiltrés. Il y a des gens qui sont en intelligence avec l'ennemi, qui reçoivent l'argent. Et parfois, malheureusement, parmi ces gens, vous allez trouver des officiers qui ont la mission de commander les services au front et ils font le travail contre le pays. Dans l'armée, nous le disons de temps en temps. Ce qui fait parfois que nous ne savons pas percer, nous ne savons pas attaquer. Et on vous dit de prendre tel sens parce que l'ennemi est là, et mais celui qui est à l'opération vous désoriente contre vos propres frères. Ça, c'est dans l'armée. Dans les services de sécurité, nous avons déjà entendu combien autant de personnes sont souvent sanctionnées. À l'ANER, par exemple. Il est ici, il est là-bas en même temps, au lieu de servir, il ne sert pas, il dessert. Et pourtant, c'est un service censé sécuriser d'abord principalement le pouvoir. Mais dans ce service-là, on ne peut pas avoir des gens qui puissent avoir un comportement un peu indécent. Et c'est une occasion pour moi de féliciter l'équipe actuelle de l'ANER. Faites le travail de cette façon. Vous aurez nos encouragements. Vous aurez nos appuis. Travaillez pour la nation. Travaillez pour votre propre pays. Sans vous, mais nous serons facilement infiltrés. Sans vous, quel sera le pays? Vous êtes les protecteurs du pays, les protecteurs du pouvoir, les protecteurs de l'État. Vous aurez mes encouragements, allez-y de l'avant. Mais les mauvais éléments doivent être mis de côté. Dans la police, mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? D'abord, le problème part du recrutement.
Qui on prend comme policier? Les impropres de la société qu'on recrute. Là, ce n'est pas bon. Mais il y a de bons éléments. Ces bons éléments de la police, là, méritent nos encouragements. Et donc, vous comprenez à un certain moment qu'il y a des actes qui sont parfois posés, qui vont dans le sens de saboter les initiatives du président de la République. Constatez même comment, lorsqu'on a une responsabilité en termes de gestion des affaires de l'État, l'argent sur votre table, le premier réflexe, c'est comment je veux d'abord me retrouver. Et pourtant, ce qu'on vous a présenté sur la table là a été calculé, budgétisé sur le temps et les dépenses à effectuer. Mais lorsque vous enlevez même 5 $, vous perturbez toutes les opérations. Et le premier réflexe pour nous Congolais aujourd'hui, c'est comment personnellement avoir cet argent. Et tout ça dessert plutôt, malheureusement, les actions du président de la République. Et donc, c'est comme ça que je dis, pourquoi à chaque instant, pourquoi aujourd'hui, pourquoi nous avons beaucoup de gens qui se comportent, et d'ailleurs, il faut le dire, cette fois-là, c'est contre le pays parce que le président de la République n'est que l'incarnation de la République. Et c'est comme ça qu'on l'appelle institution, parce que comme président, c'est l'institution président de la République. Et cette institution est représentée par l'individu et qui incarne toute une nation. C'est dans ces conditions que nous devons comprendre et chacun, là où il est, voir comment fournir l'effort afin d'aider ce pays et avancer. Le bilan, vous avez compris, nous avons dégagé nos points de vue, notre lecture sur cette question. Nous espérons que les sanctions vont tomber. Nous espérons que des mesures fortes seront connues et les Congolais seront fixés sur les circonstances qui ont fait qu'on ait ces tentatives d'évasion. En tout cas, merci. Seth Kikouni, c'est un opposant, aujourd'hui interpellé par l'ANER. Nous avons suivi son arrestation par l'ANER, mais le mobile jusqu'ici ne nous est pas encore fixé. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? L'être de l'homme, c'est un être complexe, comme nous le disons de temps en temps. Il est difficile de supposer que Kikouni c'est un bon, il est difficile de dire que Kikouni c'est un mauvais, mais les services savent pourquoi on a mis la main sur lui. Les mobiles ne sont pas encore communiqués, nous ne serons pas spéculés, nous dégageons juste le constat tel qu'il est entre les mains des services de sécurité et les services savent pourquoi ils ont mis la main sur Seth Kikouni. Mais au moins, vous savez, il a des interventions, parfois, quand vous suivez de très près, c'est quelque part sans modération. Je ne confirme pas que c'est par rapport à ça, mais au moins, c'est ça sa nature lorsque nous les suivons de temps en temps. Bon, dans la vie, il faut toujours savoir mettre des gants. Toujours savoir mettre des gants. Quand vous ne savez pas mettre des gants, et parfois, c'est pas bon, vous risquerez d'être inquiété de temps en temps. Les discussions de Luanda entre les deux délégations des affaires étrangères, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux ministres des Affaires étrangères, pour la première fois, se sont rencontrés, où ils se sont mis d'accord sur le plan d'harmonisation, en tout cas, afin de traquer les FDLR. Ce plan a été accepté. Mais maintenant, la demande de la République démocratique du Congo, qui consiste de voir le Rwanda retirer maintenant ces éléments du sol congolais, et c'est là que le Rwanda va trouver prétexte. Le Rwanda refuse, dit, les éléments qui sont, les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais, ne sont pas envoyés par le pouvoir de Kigali. Et donc, c'est à la République démocratique du Congo de les arrêter et les transférer au Rwanda. Mais Pascal dit, mais finalement, c'est quoi, comment on peut les arrêter alors que nous faisons guerre contre eux? C'est le M23. Là, c'est notre prétexte avancé par le Rwanda. Ils réfléchissent, s'il vous plaît, chers frères congolais. Ils trouvent des arguments qui mettent à mal non seulement le pays, mais les organisations internationales.
Nous devons être à mesure de prouver effectivement que les militaires qui sont là sont envoyés par le Rwanda. On ne peut pas souffrir et cantasser. Et c'est à ce moment que les discussions sont bloquées et les deux délégations se sont retirées. On va voir quand est-ce qu'ils vont encore se rencontrer pour échanger. Paul Kagame a changé beaucoup de narratifs d'ailleurs. À un moment, il a dit la guerre en République démocratique du Congo, si nous y allons de temps en temps, c'est parce que la sécurité du Rwanda est menacée par les FDLR, que les Congolais ne savent pas les désarmer, et nous allons au Congo pour les désarmer. À un moment, je dois vous rappeler, c'est en 2009, on a mutualisé les efforts avec le Rwanda. On n'a jamais résolu le problème. Paul Kagame va revenir pour la deuxième fois. Il dit, le problème qui est au Congo, c'est un problème congolo-congolais. Ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Incapacité de gestion. Et ils ramènent leurs problèmes ici au Rwanda alors que nous n'avons rien à voir avec ça. Deuxième version. Troisième version, Paul Kagame va dire, le problème c'est qu'ici, chez moi au Rwanda, j'héberge au moins 100 000 tout-petits Congolais qui doivent rentrer chez eux. Et nous devons tout faire pour qu'ils rentrent chez eux. Et si nous envoyons nos militaires, c'est pour aider ces tout-petits Congolais de rentrer chez eux. Et un autre argument, c'est que dans la vie, il faut aussi savoir se battre pour la conquête des espaces. C'est le Rwanda. Et aujourd'hui, on trouve un prétexte comme pour dire, bon voilà, ceux qui sont au Congo, les Rwandais, les militaires là, ne sont pas envoyés par le régime de Kigali. Mais c'est pertinent comme argument, réfléchi. Mais comment nous pouvons maintenant contourner tous ces arguments et continuer à démontrer à la face du monde effectivement qu'il s'agit du Rwanda qui est sur le Congo. Les experts des Nations Unies, les experts des États-Unis, les experts tous les experts pratiquement de toutes les organisations internationales ont démontré que sur le sol congolais, il y a des militaires rwandais. Mais posons-nous la question, quelle est la requête constituée par la République démocratique du Congo qui soit irréfutable, que ce soit le Rwanda ou autre pays, démontrons effectivement avec force et pertinence que c'est le pouvoir de Kigali qui envoie ses militaires sur le sol congolais. Et voilà, les Rwandais font ceci, ils sont ainsi. Mais c'est quoi jusqu'ici? Pascal, je le dis toujours, j'aime bien mon frère, je crois que je suis plus âgé que lui, Patrick Mouyaya. Il parle. Mais la communication politique, ce n'est pas cela. La prosodie, l'inflexion, la gravité de l'expression ou de la question doit être ressentie à travers l'expression. Il ne présente pas le journal. Il présente les faits politiques. Mais la manière de communiquer ne démontre pas en toute réalité ce que le Congo subit comme problème. Si vous l'avez suivi, même la communication d'hier sur les tentatives d'évasion, vous sentez c'est comme un journaliste qui présente le journal. La gravité de la question de la situation n'a pas été ressentie à travers son propos. Comment moduler? C'est là notre faiblesse parfois, quand les autres nous suivent, ne savent pas sentir notre détermination. Et voilà. En fait, compte, d'autres Congolais, d'autres politiques estiment que le problème est grave, il faut dialoguer, il faut échanger, il faut trouver un cadre d'échange. Pascal, j'encourage. J'ai félicité d'ailleurs Martin Fayoulou la fois passée. J'ai félicité le docteur Mukwege. J'ai dénoncé la position de l'ensemble de Moïse Katumbi. J'ai démontré que probablement il serait en intelligence alors avec les Rwandais et les Américains, parce que je disais à travers cette émission-là, où les gens m'ont demandé d'ailleurs de le faire à Lingala, que les Américains ou les démocrates sont encore au pouvoir. Ils se battent, ils font tout maintenant, avant les élections, résoudre l'énigme congolais, le cas congolais. Parce que si c'est un républicain qui prend le pouvoir,
leur plan va échouer. Et ces démocrates travaillent en intelligence avec le Rwanda. Et voilà, c'est comme ça que lorsque ils ont pris Kanyabayonga, le Rwanda va poser le problème à ses parrains, les Américains, les démocrates, pour que les démocrates nous instruisent afin d'accepter le cessez-le-feu. Et nous avons accepté, et pourtant c'est la demande du Rwanda. Et vous allez vous rendre compte que c'est le Rwanda qui est le premier à violer ce cessez-le-feu. Autant pour la trêve humanitaire, ni vaccin, ni quoi, ni accompagnement de nos déplacés. Et la trêve humanitaire a servi à quoi? A servi à voir ce temps mort permettre aux Rwandais de se renforcer avec armes dans des parties récupérées. Nous avons démontré la fois passée. Alors, si aujourd'hui certains Congolais comprennent cet aspect des choses et disent nous devons conjuguer nos énergies, nous devons être un afin de faire face à cette question qui n'a rien à voir avec Tshisekedi, que Tshisekedi a hérité, je crois nous pouvons qu'encourager ces gens-là, cette initiative, afin qu'ils puissent se retrouver autour d'une table. On nous apprend que l'Église catholique vient porter ses offices, ses bons offices. Disons, c'est une bonne chose. On nous apprend que l'Église protestante vient porter ses bons offices. C'est une bonne chose. Si on doit parvenir à cette question, Pascal, je crois que je ne saurais que remercier ceux qui auront déjà pris l'initiative de voir les Congolais échanger, interagir sur une question qui concerne leur vie, donc la vie de leur pays. En tout cas, merci. Nous vous remercions. Partageons le lien, soyons encore plus nombreux. C'est ici qu'il faut, en tout cas, s'abonner pour avoir... non, c'est ici qu'il faut prendre votre abonnement. C'est comme ça qu'il faut dire. C'est ici qu'il faut prendre votre abonnement afin que nous soyons encore plus nombreux et échanger sur des questions importantes de la vie. N'allez jamais ailleurs, s'il vous plaît. Pas ailleurs. Ici d'abord. Au revoir. À la prochaine.